Radio Mieux-être vous présente Cœur, âme et esprit. Voici votre animatrice, Louise-Anne Venn-Landry. Bonjour à tous, ici Louise-Anne Venn-Landry en direct des studios de Radio Mieux-être et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille à cette nouvelle émission de Cœur, âme, esprit. Une nouvelle émission mais qui est aussi la dernière de la saison. Alors c'est avec cette émission, avec le thème d'aujourd'hui que je vous quitte juste avant le temps des fêtes et c'est avec un grand plaisir que je pourrai vous retrouver dès le début du mois de février. Pour le moment, je vais prendre une pause de ressourcement, une pause aussi d'écriture. Je suis à l'écriture d'un livre et j'ai besoin de retrouver un peu plus de temps pour vraiment faire avancer ce projet qui me tient très à cœur. Donc, le temps des fêtes qui approche, un temps des fêtes qui très souvent nous amène à des rencontres familiales, à des sorties avec cette famille qui nous entoure, avec laquelle nous sommes bien ou moins bien, selon les circonstances de la vie, selon aussi notre attitude. Notre famille est souvent porteuse de mémoires difficiles, des fois très bonnes, des fois un peu moins. Et c'est le thème de la famille que je vous amène aujourd'hui. Cette famille qu'on pourrait dire qui vit à l'intérieur de nous depuis même le début de notre vie au moment de la conception. Vous savez que vous êtes porteur de gènes. Déjà là, vous êtes porteur de vibrations familiales à travers ces gènes-là. Mais il y a bien plus que ce que nous venons hériter à travers les gènes et nous allons voir tout au long de l'émission à quel point notre famille a un impact phénoménal sur notre vie, sur nos émotions, sur nos réactions, sur comment nous abordons la vie, avec quel regard nous voyons notre vie. Tout ça est intimement lié à notre famille. Je travaille avec mes étudiants, avec mes clients depuis, comme vous le savez, plus de 15-20 ans à trouver la source de leur pattern de vie limitatif, de leurs symptômes physiques. Et très rapidement, j'ai rencontré l'impact de la psychogénéalogie. En psychogénéalogie, donc on voit ici que le côté psychologique hérité de notre famille et c'est ce que nous allons visiter aujourd'hui. C'est un impact qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire. Dans la technique que j'ai montée pour mon cours de kinésiologie holistique, j'ai vraiment placé 3 spirales de répétition. C'est-à-dire que l'âme arrive en incarnation portant elle-même des mémoires, portant des empreintes, portant toutes sortes de codes qu'elle a hérité une vie après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et cette âme, lorsqu'elle arrive en incarnation, se choisit, et là je le répète, se choisit. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette famille-là? Alors je le répète, l'âme se choisit la meilleure famille pour venir se souvenir des blessures qu'elle porte. Vous savez, parce que vous le vivez quotidiennement, que nous n'avons pas de souvenir concret de ce que notre âme porte. Très peu de gens se souviennent des autres vies ou des blessures profondes qu'ils portent. Nous connaissons nos blessures parce qu'on les vit, mais nous n'avons pas le souvenir de d'où elles viennent. L'âme a choisi la famille parfaite pour se souvenir des blessures qu'elle porte. Donc, si l'âme porte des blessures d'abandon, elle va se choisir une famille qui va éveiller la vibration de l'abandon, afin que le programme soit remis en conscience, afin de pouvoir faire de nouveaux choix et établir des processus de guérison. Donc, l'âme choisit la meilleure famille
pour lui rappeler sa blessure. Donc, si nous portons une blessure d'abandon, nous allons nous choisir une famille qui a des mémoires d'abandon, ou bien un père ou une mère qui va nous abandonner réellement ou nous faire sentir comme si nous étions abandonnés pour que la mémoire s'éveille. Alors, vous voyez combien notre famille est précieuse. Notre famille vient nous reconnecter à notre plus grande blessure pour que nous puissions agir différemment, réagir différemment. Alors, les spirales de répétition, l'âme répète, répète, répète. D'incarnation en incarnation, elle se choisit la famille qui porte ses mémoires et la famille nous rappelle, nous réveille, nous ramène et nous pouvons monter des fois dans l'arbre généalogique jusqu'à 7, 8, 9, 10 générations et on ira voir plus loin dans l'émission comment on a accès à toute cette information qui vient de très haut dans l'arbre et la couleur est là, alors soit l'abandon, soit le rejet, soit la perte. Et ensuite, nous répétons dans la spirale de notre vie la pièce de théâtre de notre blessure d'âme jusqu'à temps qu'on soit tanné, jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Donc, aujourd'hui, nous regardons la spirale du transgénérationnel. Je dirais que c'est la spirale idéale à venir rencontrer aujourd'hui en lien avec ce merveilleux temps de Noël qui est à nos portes et vous irez peut-être dans vos fêtes de Noël avec un nouveau regard cette année suite à ce que vous irez contacter aujourd'hui à travers l'émission. Donc, la psychogénéalogie est vraiment l'étude de toute la transmission psychologique dans nous-mêmes qui vient de notre généalogie. Nous pouvons commencer très, très loin dans retrouver le fil de où on a commencé à parler de psychogénéalogie. Depuis quand on connaît l'impact de cette famille qui vit en nous? Si on remonte dans les temps modernes, on peut remonter à Freud. Bon, Freud, vous en avez probablement entendu parler. Sinon, faites-moi un petit Google, vous allez avoir des pages et des pages sur Freud. Alors, Freud, un grand psychanalyste, début des années 1900, a déjà écrit en 1913 un livre qui s'appelait Totem et tabou, où il commençait déjà à parler de l'âme collective, où on venait vraiment déjà voir que les mémoires étaient peut-être pas aussi confiné qu'on le pensait dans notre petit corps, dans notre petit esprit, et qu'il y avait probablement quelque chose de bien plus grand que lui a appelé l'âme collective en 1913. Alors, on est il y a plus de 100 ans. Il a, vers la fin de sa vie, en 1939, écrit un livre qu'il a appelé Moïse et le monothéisme. Et dans ce livre, il se réfère directement à l'importance du vécu des autres générations. Alors, vers la fin de sa vie, Freud a vraiment soulevé à quel point notre famille et sa transmission étaient importantes dans notre développement psychologique, mais comme il était en fin de vie lors de cette découverte, cette découverte est un peu morte avec lui. Et quand nous parlons de Freud, très peu parlent de ce lien avec les autres générations. Les années ont un peu passé et Jung est venu, lui, vraiment mettre une emphase très, très puissante sur la grande importance de l'inconscient collectif. Donc, on revient dans l'âme collective de Freud, on revient avec quelque chose encore plus tangible que Jung a appelé l'inconscient collectif. Donc, conscient, l'inconscient ne serait pas limité à l'individu. On va dans le groupe, on va dans la famille, on va dans l'inconscient familial qui est passé d'une génération à l'autre. Alors, vous voyez combien c'est important. Déjà dans les années 40, Léopold Sonzi s'intéresse lui aussi à la transmission génétique. Alors vraiment plus physiologique, à la transmission génétique de facteurs qui viennent conditionner notre vie mentale. Alors lui, il vient vraiment installer
une prise de conscience sur les choix répétitifs transgénérationnels. Alors souvent, vous allez penser que les choix que vous faites dans votre vie sont vraiment vos choix. Attendez que je vous raconte des histoires un peu plus loin dans l'émission. Ça va porter peut-être un éclairage très différent sur la liberté que vous pensez que vous avez dans les choix que vous faites. Alors, nous allons vers la pause et tout de suite, de l'autre côté, nous continuons à explorer la psychogénéalogie. À tout de suite. De retour à l'émission Cœur, âme et esprit avec Louisiane Venn Landry. De retour à Cœur, âme, esprit, de retour avec notre thème sur la psychogénéalogie. Alors, nous étions juste avant la pause dans les années 40 avec un chercheur qui avait vraiment pu faire ressortir que nos choix étaient souvent en lien avec des mémoires transgénérationnelles. Nous continuons, nous allons un peu plus loin dans les années 50 avec le groupe de Palo Alto. Donc, nous sommes en Californie, nous sommes avec toute la naissance d'une nouvelle psychologie transpersonnelle, beaucoup plus ouverte sur le côté spirituel, sur le côté justement de l'inconscient collectif. Et nous retrouvons dans les années 50 un anthropologue qui est quand même assez connu dans le milieu, Gregory Bateson, qui vient vraiment en lien avec des grands chercheurs, mettre en évidence le rôle central de la famille dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de symptômes, de trucs qui se passent dans la vie, comme si la famille était, je dirais même d'une importance capitale quand nous voulons venir porter un regard différent sur nos dynamiques. Alors, nous faisons un grand bond de 1950 à peu près jusqu'à nos jours et nous retrouvons de nos jours, je vous nomme certains chercheurs, vous pourrez, si vous avez le temps, prendre des petites notes, faire des recherches. Sinon, un peu plus tard dans l'émission, je vais vous recommander des lectures si le thème vous intéresse. Donc, de nos jours, il y a Didier Dumas, Alexandre Jodorowsky, que j'adore, Serge Tisseron, Françoise Dolto, qui est vraiment la grande spécialiste de l'enfant, a même affirmé qu'on ne pouvait pas comprendre l'autisme infantile si l'on ne travaille pas minimum sur 3 générations. Alors, vous voyez comment c'est puissant, les mémoires que nous héritons de notre famille. Il y a un Allemand, Bert Hellinger, qui est un philosophe et un psychanalyste qui, lui, a monté une technique extraordinaire qu'on appelle les constellations familiales, qui vient vraiment explorer l'intrication émotionnelle entre les membres d'une famille et comment tout ça peut se répéter d'une génération à l'autre et venir influencer parfaitement notre vie. Je vous dirais que c'est dans les débuts des années 90 avec Anne Ancelin Schunzerberger, une psychologue et une psychothérapeute française, que la psychogénéalogie a pris son envol et est devenue populaire, si on peut dire. Elle a fait publier beaucoup de livres et elle a vraiment mis de l'avant l'impact puissant de notre famille dans nos pathologies, dans nos cycles répétitifs. Si vous avez envie de lire, tout de suite, je vous nomme 3 auteurs que vous pouvez commencer à explorer. Il y a Paola Del Castillo, qui a beaucoup écrit aux éditions Quintessence, en français, des livres extraordinaires où elle raconte des histoires. Moi, je trouve qu'on apprend très bien quand quelqu'un nous raconte des histoires. Tout de suite, bientôt, moi, je vais vous raconter des histoires aussi. Mais si vous voulez lire, il y a Paola Del Castillo qui a publié plusieurs romans. Pas romans, livres qui donnent une idée de lecture, vraiment comme un roman. Vous avez un livre qui s'appelle Voyage au pays des aïeux. Donc, Voyage au pays des aïeux de Maria Dolores Sanchez. Un petit livre qui coûte à peu près 11 $, excessivement intéressant, où il y a beaucoup d'histoires, justement, racontées aussi en lien avec l'hypnose. Et vous savez comment l'hypnose est mon dada. Donc, psychogénéalogie et hypnose, là, ça fait un mix assez puissant. Et finalement, le dernier, qui est un livre qui est obligatoire dans mes formations et que j'aime beaucoup parce que il
fait le tour de la psychologie moderne, la psychogénéalogie moderne, J'ai mal à mes ancêtres, de Patrice Van Hersel. Donc, c'est des entrevues avec les grands joueurs de la psychogénéalogie. Alors, c'est facile à lire, des entrevues, J'ai mal à mes ancêtres. Alors, voilà pour les références. Nous allons rapidement vers regarder quels sont les grands thèmes qui peuvent être transmis grâce à la psychogénéalogie, mais aussi peut-être que c'est pas si un grand cadeau que ça. Nous allons voir. Donc, les grands thèmes qui sont transmissibles et qui ont un impact direct sur notre vie, sur votre vie, sur la vie de nos descendants. Une chose que vous devez comprendre tout de suite en entrée en matière, c'est que la psychogénéalogie s'applique à tout ce qui est vos ancêtres, alors parents, grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'au tout début de la lignée. Tous les programmes sont transmis à vous, à vos frères, à vos sœurs et à vos enfants. Et souvent, ce que je vois dans mon bureau, et vous allez voir dans certaines histoires que je vais vous raconter, c'est un grand moteur de libération, c'est quand on voit que nos programmes se transfèrent à nos enfants. Il y a très peu de parents qui sont heureux de voir leurs enfants répéter leurs blessures, répéter leurs embûches, répéter leurs empêchements ou même leurs symptômes physiques. Et j'ai beaucoup de clients qui arrivent dans mon bureau en disant, OK, que moi je le vive, je veux bien, là, mais non, impossible que ma fille répète ça toute sa vie ou impossible que mon fils répète ça toute sa vie. Alors souvent, un grand motivateur de libérer nos programmes transgénérationnels est la libération de nos descendants, c'est-à-dire de nos enfants. Alors, quand on se libère ou qu'on libère nos enfants, qu'est-ce qu'on vient libérer? On vient libérer les secrets qui n'ont pas été dits. Quand il y a un secret dans une famille, c'est un poison vif. Les secrets sont des empêcheurs de tourner en rond. On ne nomme pas les secrets parce qu'on ne veut pas brimer la vie de la personne ou on fait comme si la pensée magique était la meilleure solution. Donc, tout a bien été. Mais quand c'est un faux tout a bien été, c'est un poison sûr qu'on distille vraiment dans notre lignée. Donc, les grands secrets sont de grands poisons. Les grands drames sont des grands poisons. Les grandes pertes, les grands deuils, les choses surtout qui ne sont pas pardonnées, qui ne sont pas bien acceptées. Je vous l'avais vu dans différentes autres émissions, de l'importance qu'on a d'accepter la réalité et de pardonner. Les programmes transgénérationnels se déversent dans la lignée lorsqu'on n'accepte pas et qu'on ne pardonne pas. C'est toujours les mêmes deux grandes clés. C'est pas plus compliqué. Donc, quand il y a de la rancœur, de la rancune, des chicanes, des drames, des secrets, ça fait du grand poison. Les familles ont toujours de la grande résistance à divulguer ces choses pour toutes sortes de raisons. Souvent, mes clients, on trouve des trucs grâce à la kinésiologie ou grâce à l'hypnose dans les mémoires transgénérationnelles et mes clients reviennent vers leurs parents qui disent « Ah non, dans notre famille, tout a bien été, c'était parfait, tu étais vraiment une enfant désirée. » Et après ça, on va voir dans les tests et l'enfant était peut-être un peu moins désiré qu'on voulait bien dire parce que ça devient très difficile pour une mère de dire à son enfant non, je ne te voulais pas pour telle raison. Mais ce qu'on ne conscientise pas, c'est que cette non-vérité est un poison encore plus grand. Donc, toutes les familles portent des mémoires, mais toutes les familles ne portent pas de grands secrets ou de grandes pertes. Mais dites-vous que toutes les familles portent des trucs qui viennent nuire profondément à la généalogie. Alors, quels sont ces trucs? Je vais vous donner des grandes clés. En psychogénéalogie, il y a des choses de base qui sont importantes de comprendre et on commence à les explorer.
Il y a quelque chose qu'on appelle les fantômes. Ici, on parle pas d'âmes décédées qui hantent les maisons. On parle des fantômes psychogénéalogiques. Alors, qu'est-ce qu'un fantôme? Un fantôme, c'est un fait marquant qui laisse des traces. C'est une mort subite qu'on a un peu cachée. Ça c'est un fantôme. Un fantôme, c'est l'arrière-grand-mère qui a été hospitalisée en psychiatrie et on a fait à croire qu'elle était morte. C'était plus facile de dire qu'elle était morte que de dire qu'elle était en psychiatrie. Donc ça, c'est un grand fantôme. Un fantôme, c'est quelqu'un qui s'est suicidé et dont on ne parle pas du suicide. C'est un fantôme. Un fantôme, ça peut être le mari alcoolique qui ne rentrait pas, qui buvait toutes ses payes et on le raconte pas vraiment. Ou même si on le raconte, si c'est pas pardonné, si c'est pas accepté, ça reste que c'est un fantôme. Les bébés prématurés, où on garde une espèce de peur immense que la prochaine grossesse sera pas mise à terme, est un fantôme. Une famille qui a connu beaucoup de divorces porte un fantôme lié au divorce. Vous comprenez vous commencez à comprendre la couleur qui est là. Alors, les choses pas acceptées, les choses pas pardonnées, qui sont avec une connotation négative, créent ce qu'on appelle un fantôme en psychogénéalogie. Et tant que le fantôme existe, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il y a aussi en psychogénéalogie les loyautés. Alors, c'est une obéissance aux lois familiales inconsciente. Donc, on est loyal au fait que non, ça se fait pas divorcer même si on n'aime plus. Ou on est loyal au fait que être en bonne relation avec sa femme, c'est pas possible parce que tous mes ancêtres ont pas été en bonne relation avec leur femme. Donc, je suis loyal à mes ancêtres, aux dépens de mon propre bonheur parce que je dois être comme eux. Les loyautés sont des empreintes qui viennent nous modeler inconsciemment souvent sur un comportement limitant et difficile. Bon, vous voyez là que je vous parle que de trucs négatifs là. Alors on s'entend. On s'entend tout de suite que nous héritons aussi de plein de choses magnifiques, de programmes de prospérité, de réussite, de bonheur, etc. Par contre, pour le bien de peut-être comprendre parfaitement la source de tout ça, je vais mettre dans cette émission peut-être un peu plus d'emphase sur où on a besoin de mettre de la lumière, où on a besoin de venir éclairer pour amener du dégagement. Ce qui est déjà lumineux, ce qui est déjà extraordinaire, on l'honore, on fait la vague, on est content. Aujourd'hui, nous allons aborder un peu plus des limitations qui viennent être apportées en psychogénéalogie. Donc, nous parlons ici des loyautés invisibles, rester fidèle au drame, rester fidèle à la limitation, rester fidèle à l'empêchement. Je ne peux pas être plus heureux que mon arrière-grand-père. Je ne peux pas être plus heureux que mon père. C'est comme un interdit qu'on appelle une loyauté invisible et qui nous empêche d'être ce qu'on a besoin d'être pour nous-mêmes, de mettre notre essence, de mettre notre couleur dans notre vie, parce que sans le savoir, nous restons loyales. Nous restons dans une loyauté invisible à un ancêtre qui a été malheureux. Nous allons vers la pause et tout de suite, de l'autre côté, nous continuons notre exploration. À tout de suite. De retour à l'émission Cœur, âme et esprit avec Louisiane Venn-Landry. De retour à Cœur, âme, esprit, de retour avec notre sujet sur la famille. Nous étions dans les loyautés invisibles.
comment nous pouvons, sans même le savoir, rester fidèles à une mémoire d'ancêtre qui n'a pas réussi soit le travail, soit l'amour, soit les amitiés, pour ne pas être mieux que lui. Alors, nous continuons avec les grands thèmes que nous pouvons explorer grâce à la psychogénéalogie. Il y a ce qu'on appelle la loi qui vient nous indiquer que nous héritons particulièrement des mémoires de notre 4e génération. Vous voulez avoir des clés sur ce que vous vivez, sur la cause de ce que vous vivez dans votre vie d'ici maintenant, allez regarder ce que vivaient vos arrière-grands-parents. C'est de eux que vous héritez le plus sûrement des mémoires, des comportements, des traits de caractère, des réussites, des empêchements. Je vais vous raconter dans quelques minutes ma relation avec mon arrière-grand-mère et vous allez voir à quel point c'est puissant les répétitions d'une 4e génération à nous. Il y a les rangs de fratrie qui comptent aussi beaucoup en psychogénéalogie. Êtes-vous un premier? Êtes-vous un deuxième? Êtes-vous un troisième? Êtes-vous un 4e? Est-ce que vous savez que les rangs de fratrie se placent en bloc de 3? Alors, disons que vous visualisez ça, là, OK? Alors, visualisez-moi, là, vous mettez le 1, vous mettez le 2 et le 3, un à côté de l'autre, et vous venez mettre le 4e enfant en dessous du premier. Vous venez mettre le 5e en dessous du 2e et vous venez mettre le 6e en dessous du 3e et le 7e retour en bas du 4e. Ce qui veut dire que dans les programmes transgénérationnels, les mémoires ont une fréquence très semblable dans les premiers-nés 4e et 7e. Ça, c'est une fréquence pareille. Ensuite, vous avez la même chose avec les 2e, les 5e, 5, 6, 7 et les 8e, je compte pour essayer de voir dans ma tête les chiffres. Alors, vous avez déjà une indication. Alors, souvent dans une famille, les 1, 4, 7, disons, vont avoir des mémoires semblables. Donc, par le fait même, peuvent s'entendre bien ou peuvent s'entendre moins bien. Mais habituellement, si on s'entend bien, il y a assez de dénominateurs communs pour faire que dans cette lignée-là de rang de fratrie, on va bien s'entendre avec nos frères et sœurs ou avec une tante qui est première ou avec notre parent qui est lui aussi premier si on est premier. Alors ça, c'est le rang de fratrie qui vient nous donner des indices. Il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome d'anniversaire, c'est-à-dire les dates. Les dates sont très importantes pour comprendre qu'est-ce qu'on hérite et d'où ça vient. Si on a à peu près la même date de naissance qu'une grand-mère, qu'un grand-père, que notre frère, que notre mère, que notre arrière-grand-mère, il y a de bonnes chances pour qu'on ait hérité de trucs venant de cette personne-là. Donc, les dates de décès, la même chose. Les dates de fécondation, un peu plus difficiles à calculer, mais dans le fond, pas tant que ça. On fait juste comme ajouter 3 mois. Donc, c'est les syndromes d'anniversaire ou on pourrait dire les grands événements marquants qui arrivent à peu près toujours aux mêmes dates. Regardez dans votre famille si les dates sont semblables. Juste moi, dans la mienne, j'ai un frère, j'ai une sœur qui sont nés à un jour de différence. Mon ancien conjoint, son fils avait une journée de différence avec ma date de fête et son père et sa mère et son frère étaient un jour de différence avec ma fille. Alors, voyez, vous allez voir dans vos conjoints, dans vos amis, allez regarder les dates qui sont pareilles. Il y a quand même 365 jours dans une année. Comment ça se fait que nous sommes en couple, amis, ou que nos enfants ont à peu près les mêmes dates que nous? Alors là, tout de suite, vous voyez là qu'il y a des choses qui viennent se répéter dans ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. Donc, nous venons répéter et c'est à travers ces indices-là que vous pouvez voir de qui vous avez hérité. Avez-vous hérité du prénom de quelqu'un? Est-ce que quand vous avez été baptisé, si vous l'avez été, ou sinon pas baptisé, est-ce que vous avez dans votre nom le prénom d'un ancêtre? Si oui, OK. Premier indice que ça va être intéressant d'aller voir
savoir la vie de cette personne-là. Si vous avez la même ou à peu près date de naissance. Si sa date de décès à cet ancêtre est proche de votre date de naissance, il y a aussi des liens. Si son rang de fratrie est semblable au vôtre, vous avez des indices que c'est comme ça que le message s'est transféré jusqu'à vous. Des fois, on se dit, pourquoi moi, j'ai plus hérité de tel truc de mon ancêtre, disons que mon frère? Ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ça la raison. Prénom, date de naissance, rang de fratrie, pouf, 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 c'est des corridors qui s'ouvrent et vous avez un transvidage automatique de certains programmes, de certaines attitudes, de certains blocages, mais souvent aussi de certaines qualités. Donc, les histoires de répétition viennent nous être comme facilement détectables avec les indices que je viens de vous donner. Qui est votre parrain? Qui est votre marraine? Là aussi, il y a des grands passages qui se font d'informations d'une personne à l'autre. Il n'y a jamais de hasard. Alors, la personne qui est choisie pour être votre marraine, pour être votre parrain, a définitivement des choses qui sont en lien avec vous. Alors, nous arrivons à la période des histoires. Je vous raconte des histoires pour vous aider à mieux comprendre à quel point notre mémoire familiale vient se répéter dans notre vie et à quel point par cette répétition, nous avons le mandat de guérir notre lignée. C'est la raison pour laquelle tout se répète. Il faut que quelqu'un se réveille en quelque part dans la lignée, dise c'est assez et se mette, lui, à faire des choix différents, à délibération et ainsi toute la lignée, toute la mémoire va être dégagée pour que les descendants soient libres. Donc, une histoire. J'ai un jeune client il y a beaucoup d'années. Cette histoire date de au moins 10 ans. Donc, j'ai un jeune client dans mon bureau, début de la vingtaine. Et il est dans mon bureau parce que le jour de son anniversaire, en revenant d'une fête, il a eu un grave accident d'auto sur un rang près de chez lui et il a presque perdu la vie. Il est ressorti de cet accident gravement blessé, étant paralysé d'un côté. Alors complètement, je crois que c'est le côté droit, complètement paralysé. Lors de l'accident, bien évidemment, les ambulanciers, les policiers ont trouvé son permis de conduire et ont appelé toute la famille, en tout cas pour les avertir du grave accident. Et sur les lieux de l'accident se sont rendus sa mère, ses tantes, ses oncles, parce que tout le monde habitait dans le coin. Le téléphone s'est fait, pouf, toute la famille s'est retrouvée sur le lieu de l'accident. Et pendant qu'ils étaient là, sur le lieu de l'accident, ils se sont tous regardés complètement ébahis parce que ils étaient exactement au même endroit où leur frère aîné était mort d'un accident, exactement au même âge que le neveu, exactement la même date. Vous comprenez comment c'est puissant? Pensez-vous que ça peut être un hasard qu'un neveu qui porte par hasard le même nom que son oncle, parce qu'il est né à peu près la même date d'anniversaire que son oncle, ait un accident le même jour, sur le même rang, au même poteau? Je pense que le hasard ici commence à être un peu trop fort pour moi. Et cette famille-là est arrivée dans mon bureau complètement « Mais voyons, mais ça n'a pas de sens. Il faut que ça s'arrête maintenant. » Et la bonne nouvelle, c'était que le neveu n'était pas décédé de l'accident. Alors, parce qu'il n'était pas décédé, déjà, il y avait une bonne réparation, parce que toute la famille avait fait la méga prise de conscience sur le lieu de l'accident. Il y avait déjà une grande réparation, parce qu'il y avait comme une conscientisation que le programme était là et qu'il était en train de descendre dans la lignée. Et on a fait avec eux un travail d'acceptation de la mort du frère aîné, le deuil complet de ce deuil difficile là, d'un jeune homme de 20 ans.
On a aidé le jeune neveu à guérir le mieux possible et il a guéri vraiment de façon spectaculaire et on a arrêté la mémoire. Alors, c'était une des premières histoires. Voyez combien ça peut être puissant et combien tout ça peut se répéter. J'ai eu dans mon bureau aussi une jeune femme, une magnifique jeune femme complètement alignée dans sa vie, qui avait un travail qu'elle aimait, une relation de couple qu'elle aimait, elle faisait des sous, tout allait bien, sauf qu'elle avait la peur infinie, quotidienne de devenir folle. Elle se levait en ayant peur de devenir folle. Dès qu'elle avait une émotion un peu trop forte, elle se disait « Mon Dieu, je suis en train de devenir folle ». Elle faisait de l'anxiété sur la folie et ça lui gâchait la vie. Elle ne pouvait pas venir profiter de tout le beau, de tout l'extraordinaire que la vie lui offrait parce qu'elle avait cette peur lancinante qui la portait. Nous sommes allés voir en kinésiologie pourquoi, d'où ça venait et on arrivait à mémoire venant d'une grand-mère, la grand-mère maternelle. Et alors là, je l'ai envoyé poser des questions à sa mère parce que la grand-mère était décédée. Alors je lui ai dit, tu vas aller vraiment jaser avec ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour ta grand-mère? Qu'est-ce qui est là qui fait que toi, tu vis cette peur infinie de devenir folle? Quelques semaines plus tard, elle revient dans mon bureau en me disant « Tu peux pas savoir qu'est-ce que j'ai appris. » J'ai fait « OK, vas-y, raconte-moi. » Et elle me dit « Ma grand-mère a été hospitalisée à l'hôpital Louis Lafontaine, ici à Montréal, un hôpital psychiatrique. Elle a été hospitalisée parce qu'elle était folle, entre guillemets, et toute la famille a fait à croire qu'elle était décédée. Ils ont préféré dire qu'elle était décédée que dire qu'elle était folle, et elle est morte plusieurs années après ma naissance, toujours hospitalisée en psychiatrie, et c'est ce que j'ai appris. Alors vous voyez, j'ai travaillé avec elle à dégager de la mémoire de la grand-mère, de faire vraiment comme un pardon familial de l'abandon qu'ils avaient fait à cette femme-là. Parce que c'est une haute trahison pour une famille que d'abandonner une grand-mère parce qu'elle est folle, puis de faire croire qu'elle est décédée à toute sa lignée. On a réhabilité la mémoire de la grand-mère. On a fait faire des pardons, des processus de deuil, et ma cliente a complètement arrêté d'avoir peur de devenir folle. Elle vivait en conscience la mémoire de la grand-mère pour qu'il y ait réparation. C'est ce qui se passe en psychogénéalogie. On vient se souvenir de l'injustice, de ce qui n'a pas été juste, correctement géré, avec amour, avec pardon. On vient le revivre jusqu'à temps que ça soit fait. C'est ce qu'on appelle des loyautés. Hein? Vous voyez ce que je veux dire par loyauté invisible? Donc, nous allons vers la pause et tout de suite de l'autre côté, nous explorons encore plus loin. À tout de suite. De retour à l'émission Cœur, âme et esprit avec Louisiane Van Landry. De retour à Cœur, âme, esprit, dernier bloc sur la psychogénéalogie, sur le lien intime caché, secret qu'on a avec notre famille, avec ses secrets, avec ses empreintes, avec ses répétitions. Et je viens vous raconter un bout de mon histoire, un petit bout qui vient faire le lien avec la 4e génération. Je vous ai dit l'impact que la 4e génération avait en nous, et je viens vous parler de mon arrière-grand-mère Felta. Hein, tout un nom. Hein? Quand on va vers les arrière-grands-parents, là, on peut se retrouver avec des noms un peu étrange. J'ai une arrière-grand-mère qui s'appelle Felta. Son nom de famille, Felta Desmarais. Et Felta était et a été toute sa vie une sage-femme. Elle a mis des centaines de bébés au monde au début des années 1900. Elle était extrêmement intéressée par la santé naturelle. Elle soignait ses enfants avec du camphre. Elle soignait ses enfants en leur faisant manger des oignons espagnols crus. Elle est la seule maison dans toute sa rue quand il y a eu l'épidémie de grippe espagnole. Elle est la seule maison où il n'y a eu aucune personne de morte.
Alors, la seule famille sur toute la rue où il n'y a aucun décès. Les enfants mangeaient un oignon par jour, avaient leur bloc de camphre. Elles passaient dans la rue, allaient nourrir les malades dans les maisons, leur donnaient de la soupe, les soignaient, mettaient les bébés au monde. Et elle, sa famille, a rien eu parce qu'elle avait déjà à l'époque l'espèce d'attitude de pensée positive, 100%, je suis la maîtresse de ma vie. C'était ce qu'on appelle une femme forte. Elle était très impliquée dans son milieu. Elle faisait de l'enseignement, elle faisait des conférences, elle animait des soirées. Vous commencez peut-être à voir le lien entre Felta et moi. Un de mes grands talents en kinésiologie est d'aider à mettre des enfants au monde. Beaucoup de gens sont venus me consulter en me disant moi, j'arrive pas à tomber enceinte, comment je fais? Et finalement, je trouvais le chemin. La personne avait un beau petit bébé. Donc, les liens entre ma quatrième génération, Felta et moi, le lien avec le spirituel très fort, le lien avec la santé, les enfants très fort, le lien avec l'implication dans la communauté très fort, mais nous avions aussi une mémoire qui était difficile. Elle avait été en chicane, en grand schisme avec son père, avec lequel elle a complètement coupé les ponts, et j'ai fait la même chose avec mon père. Et c'est quand j'ai vu que j'avais la répétition de Felta dans le non-lien avec le père que moi j'ai vraiment allumé et que je me suis dit non, là c'est terminé là, et que j'ai commencé à faire des rapprochements pour venir guérir ma relation avec mon père, parce que je ne voulais pas que mes enfants héritent de cette mémoire de schisme avec le père et peut-être mes petits-enfants, etc. Donc quand j'ai vraiment conscientisé la répétition que j'avais avec Felta, de cette chicane avec le père, que j'ai fait tous les premiers pas et que j'ai réparé et que j'ai complètement guéri la relation avec mon père. Si cette histoire vous intéresse, je n'ai pas le temps de vous la raconter aujourd'hui, mais toute l'histoire de guérison que j'ai vécue avec mon père se retrouve dans un livre qui est paru cette semaine en librairie, qui s'appelle Le point de bascule, tome 2, aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, c'est 22 intervenants de la croissance personnelle qui viennent partager dans ce livre des points de bascule, des points tournants dans leur vie. Donc, dans ce livre qui paraît cette semaine, Le point de bascule, tome 2, vous allez trouver mon histoire de la réparation avec mon père. Donc, ce que je suis venue installer dans mon arbre pour me libérer, mais pour libérer mes enfants, bien entendu. Alors, vous voyez avec les 3 histoires que je vous ai racontées à quel point c'est puissant, à quel point nous héritons. Et je vous invite à commencer à faire déjà des recherches, à commencer à poser des questions, à commencer à voir qu'est-ce qui se répète dans votre vie. Je ne vous ai raconté que 3 histoires parce que le temps me manque. J'aurais pu vous en raconter des centaines. Tous les jours en consultation, je vois l'impact profond des mémoires transgénérationnelles dans plein de facettes de la vie de mes clients. Dans ma formation, c'est une des spirales très importantes de répétition que nous abordons pour venir amener du dégagement profond et durable. Et à partir de maintenant, vous ne pourrez pas faire comme si ce n'était pas important. C'est essentiel. Vraiment essentiel. Vous allez me dire, oui, mais si dans ma famille, personne raconte d'histoire, si dans ma famille, il y a des secrets et personne veut les dire, comment je vais faire? Vous avez des outils pour venir explorer, vous avez des outils d'accès à l'inconscient. Il y a l'hypnose qui est très puissante pour trouver les mémoires transgénérationnelles qui bloquent. Il y a la kinésiologie holistique que j'enseigne. Vous pouvez aller sur mon site quintessencesanté.com. Vous pouvez aller sous équipe et voir les thérapeutes gradués. Vous avez des gens qui peuvent vous accompagner à trouver quelles sont vos mémoires limitatrices qui viennent faire en sorte que votre vie est bloquée dans telle ou telle ou telle facette. Que ça soit l'argent, que ça soit
l'amour, etc. Il y a des grandes répétitions d'amour impossible. Et vous ne voulez pas passer à côté d'une belle relation amoureuse parce que votre arrière-grand-mère a eu une relation épouvantable et que votre grand-mère a eu une relation épouvantable et que votre mère a eu une relation épouvantable. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester bloqué comme ça. Donc, allez chercher des outils d'accès à l'inconscient pour être capable de vous donner des informations essentielles pour vous libérer et libérer vos enfants si vous en avez. C'est une couleur et un regard qui devient incontournable. Souvent, les gens en hypnose nous disent quand l'âme rentre dans le corps, elle porte avec elle toutes ses mémoires, bien entendu, mais aussi toutes ses aspirations, tout ce qu'elle vient dégager pendant cette vie en incarnation. Et les gens en hypnose nous racontent, oui, mais j'essaie de rentrer dans le corps, mais le cerveau est réfractaire. Le cerveau est rigide. Le cerveau me donne pas de place. Le cerveau ne veut pas. Et j'ai réalisé que ce qui ne veut pas, ce qui ne donne pas de place, ce que les gens appellent le cerveau, c'est les mémoires transgénérationnelles. C'est ce que notre véhicule porte. Notre véhicule, c'est notre corps. L'âme rentre dans le corps, là, et le corps est porteur de limites venant des mémoires transgénérationnelles. On se souvient quand même que ces limites viennent pour nous rappeler ce que l'âme vient dégager, mais je vais vous donner des petits trucs maintenant pour mettre un peu d'espace dans ce cerveau, mettre un peu de lumière dans ces mémoires pour que vous puissiez maintenant, là, tout de suite à la fin de l'émission, commencer à faire des actes, des choix différents pour vous libérer, même si vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants de la source de vos blocages. Donc, nous nous rappelons qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de mauvais parents, même si. C'est des programmes qui se répètent, tout ça est une pièce de théâtre. Si vous n'avez pas écouté mes anciennes émissions, allez les réécouter. Je vous donne tout l'enseignement nécessaire pour comprendre qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de coupable et que nous sommes 100% responsables. Vous pouvez commencer déjà à faire des actes de réparation et le meilleur acte de réparation que vous pouvez faire, c'est d'envoyer de l'amour et du pardon dans votre arbre généalogique. J'enseigne une technique en formation qui s'appelle la guérison dans l'arbre et depuis des années, ce que les ancêtres nous disent à travers nos clients, c'est qu'ils ont besoin d'amour. Ils ont manqué d'amour. Ils ont manqué de reconnaissance. Donnez cet amour, cette reconnaissance inconditionnelle à vos parents, même si c'est difficile, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Faites-vous un dessin d'arbre généalogique. Mettez de la lumière. Mettez de la fluidité. Mettez des belles couleurs. Faites-vous un arbre de Noël transgénérationnel. Faites un dessin de guérison de votre arbre. Mettez des boules, mettez des guirlandes. Mettez ce qui vous inspire. Mais venez mettre dans un dessin, à travers l'arbre, ce que vous voulez maintenant installer dans votre arbre transgénérationnel. Vous pouvez, si vous savez que votre arbre porte des couleurs de manque de pardon ou d'abandon ou de rejet, mettez des phrases, écrivez des phrases sur des bouts de papier dans votre maison que vos yeux vont croiser, que votre cerveau inconscient va absorber et mettez des phrases de réparation. Je suis en lien fort et durable, disons, avec mon chum, même si il y a des mémoires dans mon arbre qui bloquent. Mettez, j'ai des liens forts et solides. Mettez, je me sens accueilli et aimé. Mettez, j'ai le droit de parler et d'être entendu. Mettez des phrases partout dans votre logement, dans vos miroirs, dans votre auto, que vous allez croiser des yeux sans même les lire. Elles vont faire leur chemin et venir guérir votre inconscient. Vous avez besoin de ressentir qu'il y a de l'espace qui s'installe. Donc, visualisez cette lumière qui monte et qui monte. Ressentez-le et sentez la vie qui se remet à vivre dans votre arbre, dans vos racines, dans ce que vous êtes.
profondément. C'est le meilleur cadeau de Noël que vous allez pouvoir vous donner. Donnez à vos enfants, donnez à votre famille, d'installer lumière, pardon, acceptation partout dans votre arbre pour vous donner la liberté à partir de maintenant d'être qui vous êtes vraiment. Vous pourrez réécouter toutes mes émissions si vous en avez l'envie pendant le temps des fêtes. Elles sont sur mon blog louisannevenn.com. Vous pourrez aller visiter mon site internet quintessencesanté.com. Je vous y invite à un week-end extraordinaire qui s'appelle Le sens de la vie sur Terre, début février. Alors, il n'y aura pas d'autre émission avant cet atelier. Donc, le 7 février, un prix cadeau, 227 $ pour 2 jours de formation avec moi, des hypnoses pendant ce week-end. Je vais vous amener visiter d'autres vies, votre essence, votre plein potentiel. 2 jours d'intégration et de reconnexion à vous-même et au sens de la vie que vous venez faire ici sur Terre. Alors, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vais pouvoir vous rencontrer lors de cet événement. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur mon site internet quintessencesanté.com. Donc, je vous salue. Je vous souhaite un temps de Noël lumineux, connecté avec vous-même en premier lieu, parce que c'est un grand temps de connexion avec vous-même en premier lieu, avec votre famille, avec vos amis. Mettez de la lumière en conscience dans cette période exceptionnelle et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai en 2016, début février. Alors, à bientôt et beau Noël à tous. Cœur, âme et esprit. Avec Louisanne Venn Landry vous revient tous les mercredis à midi et en rediffusion le jeudi à 22h. Cœur, âme et esprit est une production de Radio Mieux-être.